Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 9 mai. 216e jour de la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 34 904 martyrs et 78 514 blessés. Les États-Unis, plus gros fournisseurs d'armes à l'entité sioniste, menacent désormais de suspendre leur livraison en cas d'offensive d'envergure à Rafah. Joe Biden avouant que les armes américaines ont servi à tuer des civils. Et puis retour dans cette édition sur le discours du président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale. Et enfin, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, reçu par le vice-président turc Cevdet Yilmaz en marge de la tenue de la 12e session de la commission intergouvernementale algéro-turque. Bonsoir à tous. Au moins 4 massacres ont été perpétrés par les forces de l'occupation sioniste au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 60 martyrs et 110 blessés, portant le bilan des victimes depuis le début de la guerre génocidaire à 34 904 martyrs et 78 514 blessés. Et au 216e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, dont la majorité sont des enfants et des femmes, et plusieurs autres ont été blessés ou portés disparus. Rien qu'à Rafah, à l'extrême sud et ses alentours, au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le point avec Sohila Kilal. Il tient dans ses bras un petit corps enveloppé dans un linceul blanc. Cet enfant sans vie fait partie des 8 personnes tuées dans une frappe sioniste sur un immeuble du quartier Tel As-Sultan à l'ouest de Rafah. En tout, 4 enfants et 4 adultes ont été tués dans cette attaque nocturne. Ils nous ont frappés avec 2 missiles sans avertissement préalable. C'est un acte criminel. 8 personnes sont tombées en martyrs, dont de petits-enfants. Ils ont demandé d'évacuer la partie est de Rafah et que la partie ouest était sûre. C'est la preuve que l'occupant est un menteur. Il n'y a pas de zone sûre, ni à Rafah, ni dans aucune autre partie de Gaza. La partie sud de l'enclave a été la cible d'une violente série d'attaques sionistes, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Des dizaines de personnes sont également portées disparues. Les quartiers de Tel El-Hawa, Zaytoun et As-Sabra ont particulièrement été touchés. As-Sabra, où selon des sources locales, 30 membres de la famille Abou Sharia ont été tués. Il y avait du sang partout, les martyrs étaient en lambeaux. Mon ami est mort. Ils l'ont aussi ramassé en morceaux. Il y a beaucoup de martyrs et de blessés. J'étais sur le point de me mettre à table quand j'ai senti un obus arriver. Je suis tombé en arrière. J'ai été blessé à la tête. L'armée sioniste continue de bombarder intensivement la bande de Gaza et plus particulièrement Rafah. Plus tôt cette semaine, des chars y ont été déployés et le passage frontalier avec l'Égypte est passé sous contrôle sioniste, coupant la principale porte d'entrée pour les convois d'aide humanitaire vers le territoire palestinien assiégé. La fermeture des points de passage et les opérations militaires à Rafah font craindre une aggravation de la crise humanitaire.
Et face à l'intensification des agressions militaires à Rafah, le directeur de l'OMS a fait part de ses préoccupations quant au sort de la population civile poussée à une nouvelle fois au déplacement forcé. Tout d'abord, à Gaza où nous sommes profondément préoccupés par l'intensification des activités militaires israéliennes à Rafah, où la plupart des habitants de Gaza ont fui pour se mettre en sécurité. On estime que 30 à 40 000 personnes ont quitté Rafah pour Khan Younes et Deir el-Balah, mais plus de 1,4 million de personnes restent en danger à Rafah, dont 600 000 enfants. Déjà, l'un des 3 hôpitaux de Rafah, l'hôpital Al-Najjar, a dû fermer ses portes et ses patients ont été transférés ailleurs et le personnel hospitalier retire des fournitures et certains équipements pour les protéger. À Rafah, où les attaques et les agressions se sont intensifiées, l'entité sioniste menace toujours d'une offensive d'envergure, poussant quelques 80 000 personnes à quitter cette ville, selon les Nations Unies. D'après l'UNRWA, les Palestiniens de Gaza sont soumis à une nouvelle migration forcée et les familles palestiniennes de la région se trouvent dans une situation très difficile en raison des attaques, d'où la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Exténuées, de nombreuses familles palestiniennes se voient contraintes d'entreprendre un énième périple. Rafah abritait déjà des dizaines de milliers de déplacés qui doivent à nouveau rassembler le peu d'affaires qu'il leur reste dans l'espoir d'atteindre des lieux sûrs. Le point avec Iman Merad. Près de 80 000 personnes ont fui la ville de Rafah depuis que l'entité sioniste a intensifié ses opérations le 6 mai dernier. Les familles palestiniennes sont ballottées de camp en camp, essayant de se frayer un chemin au milieu des décombres. Sans domicile fixe, une vie dépourvue de sérénité, les Razaouis aspirent à une once de dignité. Depuis des années, les Razaouis vivent dans la peur, la précarité, dans des conditions de vie inhumaines. Ils ont été sommés de quitter Gaza pour Rafah. Leur vie a basculé le 7 octobre dernier. Paisiblement assise, une jeune fille de la famille El-Kafarna, au regard hagard, scrute sa famille à nouveau déplacée. À l'instar d'autres familles palestiniennes, la famille El-Kafarna a été déplacée à maintes reprises, forcée d'emballer ce qui leur restait de leurs affaires et fuir pour se mettre à nouveau à l'abri, alors que la menace d'une invasion terrestre sioniste à Rafah pèse sur eux. Nous avons été déplacés 3 fois à Gaza, de Seyret à Deir el-Balah et de Deir el-Balah à Khan Younes, puis à Rafah. Ils nous ont fait quitter Gaza, ils nous ont dit d'aller vers le sud. Après le sud, ils nous ont dit d'aller à Khan Younes. Après Khan Younes, nous sommes venus ici à Sayrat et de Sayrat à Deir el-Balah. Puis ils nous ont amenés à Rafah. Ils ont dit qu'Al-Mawasi est un endroit sûr. Où est l'endroit sûr? Nous continuons à nous déplacer d'un endroit à un autre. Cet enfant est né pendant la guerre. Quelle est sa faute? Quelle est la faute de ces enfants? Que pouvons-nous dire? Que Dieu nous suffit. Les familles déplacées peinent à trouver un refuge sûr face à un silence assourdissant des instances internationales. Démunis, les Razaouis appellent le monde entier à les soutenir et à mettre un terme à ce génocide sioniste. Nous appelons l'Amérique, nous appelons tous les pays à se tenir à nos côtés et à nous soulager de la situation dans laquelle nous nous trouvons. S'ils entrent à Rafah, ce sera une catastrophe pour tout le monde. Tout le monde reste à Rafah. Ce serait un génocide comme ils l'ont fait dans le nord et à Khan Younes et maintenant aussi à Rafah. Où sommes-nous censés aller? Nous ne savons pas. Sauvez nos enfants, sauvez-nous, ayez pitié de nous. Près de 35 000 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier, un nombre qui ne cesse d'accroître. L'entité sioniste bafoue le droit international. Jusqu'où ira-t-elle? Jusqu'à quand? Et je vous en parlais en titre, les États-Unis, plus gros fournisseurs d'armes à l'entité sioniste, menacent désormais de suspendre leur livraison en cas d'offensive d'envergure à Rafah. Joe Biden allant même jusqu'à avouer que les armes américaines avaient servi à tuer des civils. Safouane Ben Sabri. Des civils ont été tués
à Gaza à cause de ces bombes et d'autres moyens utilisés pour s'attaquer au centre de population. Du propre aveu du locataire de la Maison Blanche, l'armée américaine contribue effectivement à tuer des civils innocents, femmes, enfants et hommes. Dans un entretien accordé à CNN, le président américain a reconnu de manière claire que des bombes fournies par les États-Unis à l'entité sioniste avaient servi pour cibler les populations civiles gazaouis. Il s'agit de 1800 bombes de 900 kg et de 1700 bombes de 250 kg. Les livraisons prévues à l'avenir devraient être sujettes à réévaluation en fonction des événements à Rafah. L'agression sioniste sur la bande de Gaza, ayant bientôt franchi le seuil de 35 000 morts, a donc pour co-responsable l'administration Biden. Une position de plus en plus difficile à tenir pour le président américain qui arrive en fin de mandat et qui subit la pression de l'opinion publique américaine. Par ailleurs, si l'entité sioniste lance une attaque d'envergure sur Rafah, les États-Unis stopperaient alors tout bonnement leur approvisionnement en armes. J'ai dit clairement que s'ils entrent à Rafah, je ne fournirai pas les armes qui ont été historiquement utilisées pour s'occuper de Rafah, pour s'occuper des zones concernées. Une prise de position sans précédent de la part du président américain. Washington, allié traditionnellement inconditionnel de Tel Aviv, conditionne désormais son aide militaire. Une sortie médiatique qui témoigne un peu plus de l'isolement diplomatique grandissant de l'entité sioniste. Et le cessez-le-feu à Gaza et l'entrée des aides humanitaires demeurent des conditions des Houthis au Yémen pour arrêter leur riposte contre les navires en lien avec l'entité sioniste. D'ailleurs, 2 cargos en ont fait les frais ce jeudi. Les forces armées yéménites ont mené une opération conjointe à travers les forces navales, l'armée de l'air et la force de missiles, ciblant 2 navires comme suit. Le premier, le navire israélien MSC Diego dans le golfe d'Aden, et l'autre, le navire israélien MSC Gina dans le golfe d'Aden. Le processus a été effectué avec un certain nombre de missiles balistiques et de drones. Les tirs ont été précis grâce à Dieu. La force de missiles a mené 2 opérations qualitatives visant le navire MSC Victoria dans l'océan Indien et une autre sur le même navire dans la mer d'Oman. Et le coup a été direct grâce à Dieu. Et toujours dans ce dossier, partie des campus américains, les protestations d'étudiants en solidarité avec les Palestiniens continuent en Europe avec le blocage de locaux universitaires, notamment à Amsterdam, où les forces de l'ordre ont dispersé dans la nuit d'hier un campement d'étudiants sur un campus arrêtant 125 manifestants qui appelaient à ce que l'université rompe tout lien avec l'entité sioniste. Dans l'actualité également de ce jeudi, coopération algéro-omanaise, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Badr Ben Hamed Ben Hamoud Al Boussaïdi, qui lui a remis un message du sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, portant notamment sur le renforcement des relations bilatérales. Et le ministre omanais des Affaires étrangères en visite en Algérie a par ailleurs été reçu à Alger par son homologue algérien Ahmed Attaf. La rencontre a permis de passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre les 2 pays et peuples, ainsi que les perspectives de leur renforcement et de leur promotion au plus haut niveau. Les 2 parties ont aussi procédé à un échange de vues et d'analyses sur les principales questions d'actualité au double plan régional et international, notamment les développements dangereux que connaît la cause centrale de la nation arabo-musulmane, en l'occurrence la cause palestinienne.
Et je vous en parlais en titre, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a visité hier le siège du ministère de la Défense nationale où il a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Abdelmadjid Tebboune a par la suite prononcé une allocution à l'adresse des cadres et des personnels de l'armée nationale algérienne où il a indiqué que la persévération, ou plutôt la préservation de la souveraineté nationale reposait sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي قوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش نحمي أرضي اللي ضحاو عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء. Et s'agissant de la cause palestinienne, le président algérien a insisté sur l'importance de reconnaître l'État de Palestine afin que personne ne puisse faire oublier qu'il existe un peuple palestinien. فيه لعبة، فيه طبخة وما نقبلهاش وما نمشيش معاها. فيه طبخة لنسيان أو تناسي أن فيه شعب يسموه في الشعب الفلسطيني وممكن يقوم بدولة تاعو. باغيين يمحوا كل شيء. فلسطين لازم ترجع دولة والتنازلات اللي عطاوها فيها كفاية. Et concernant le dossier sahraoui, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'importance d'accélérer la résolution de cette question au sein des Nations Unies. الشعب الصحراوي لازم الاستفتاء ليديه لاستقلاله ولا يقرر قرار آخر، وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر، ما كانش اللي يقرر في بلاصتو. شعوب كان شبان اليوم راه في عمرهم 45 سنة زادوا في المخيمات. 44 سنة هو عايش في مخيم، يعني خلاص فقد كل أمل، باغي ينتفض، باغي يفوت العنف. احنا ما نقبلوا لهمش العنف، ولكن لازم الأمم المتحدة تقوم بالدور تاعها. لازم فيه شعب اللي المصير نتاعو مازال على طاولة الأمم المتحدة، لجنة تصفية الاستعمار، سرعوا لنا بدأ تصفية الاستعمار. إذن الشعب الصحراوي ما نتخلاش عليه أبدا. Et toujours lors de son discours au siège du ministère de la Défense, le président algérien a réaffirmé le refus de l'Algérie de recourir à l'endettement extérieur afin de préserver sa souveraineté. داينا صندوق النقد الدولي وفتاوي اقتصادية، واللي يستدين ماهوش عيب، واللي عيب الاستدانة عيب وخيانة للشهداء. لأن لك تمشي للمديونية وانت قادر تنظم حوالك باش ما تمشيش للمديونية. تمشي للمديونية خلاص سكت، ما بقى لك لا تدافع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهدين في إفريقيا وغير إفريقيا. إذن ما نمشوش للمديونية وما مشيناش رغم يعني الفخ اللي كانوا بانينه لنا. Dans ce contexte, le chef de l'État algérien a affirmé que l'année 2027 serait une année charnière pour l'économie algérienne. اليوم كراج بلاد حقيقة، ما بقاتش آفاق ولا حلم ولا. السكة الحديدية رانا نبني فيها، رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف لبشار. نديروا مصنع تركيز في بشار باش من تما المادة الخام تمشي للمصانع نتاع الحديد والصلب في وهران
في عنابة وفي جيجل. وبالتالي سنة 2027 هذه c'est une date charnière de l'avenir économique du pays. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a salué l'engagement et les efforts consentis par l'armée algérienne en vue d'assurer une opérabilité à toute épreuve. فيما يخص الأمن القومي تاعنا بالطبع يعني راني عارف بليكم ساهرين صباح مساء وراني عارف قوام المعركة وشاكر كثير الوحدات وشاكر الجولات اللي يقوم بها السيد الفريق الأول قائد أركان جيش الوطن الشعبي ساهر على جاهزية الجيش لكل احتمالات لا قدر الله. Et enfin, le président algérien a souligné l'importance de l'institution de la Journée nationale de la mémoire qui reflète, selon lui, la fierté du peuple algérien de son honorable et glorieuse histoire. أسست يوم الوطني للذاكرة وهذا اليوم الذي هو 8 ماي لما نتكلم عن الذاكرة نتاعنا كثير اللي يلوموا علينا. الشعب اللي ما عندوش جذور، الشعب اللي ما عندوش سلف صالح مجاهد مصيره مجهول. هذاك علاش احنا نفتخر جدودنا، نفتخر بمقاومة دامت 70 سنة. 70 سنة كل مناطق الجزائر ثارت واحدة تلو الأخرى. شعب مقاوم، شعب رافض الاحتلال، شعب رافض أن تمس حريته. De son côté, lors de ce même événement, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est revenu sur le niveau de sécurité dont jouit l'Algérie, et ce grâce au dévouement de l'ensemble des services de sécurité. Nous avons veillé au sein de l'armée populaire nationale en étant conscients des défis actuels à renforcer les capacités de la force militaire sous toutes ses formes et nous avons pris sous votre haut commandement les mesures nécessaires afin de parer à toute éventualité à travers la mise en œuvre d'une stratégie basée sur l'évaluation rationnelle des menaces et l'usage optimal de l'armement et l'équipement ainsi que les forces que nous adaptons de manière continue afin de garantir des conditions sécuritaires idoines. La situation sécuritaire du pays est sous un contrôle total, et ce grâce aux efforts de nos valeureux fonctionnaires en compagnie de leurs collègues au sein des forces de sécurité, ainsi que la pression continue exercée sur les bandes de terroristes, sans oublier l'étau qui se resserre sur le crime organisé, le narcotrafic, l'émigration clandestine et l'orpillage, dans le cadre d'un processus dynamique en perpétuelle réadaptation. Je vous en parlais au début dans les titres de ce journal. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Erkab, a été reçu par le vice-président turc Cevdet Yilmaz, qui l'a chargé de transmettre les salutations fraternelles du président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette audience s'est déroulée en marge de la tenue de la 12e session de la commission intergouvernementale algéro-turque. Les deux parties ont abordé lors de cette rencontre les relations de coopération bilatérale et les résultats des travaux de cette session. Cette rencontre a également permis un échange de vues sur les affaires régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce contexte, le vice-président turc a mis en avant les efforts fournis par l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour défendre la cause palestinienne, ainsi que ses initiatives visant l'adhésion de l'État de Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU. Dans le dossier sahraoui, à présent, une délégation de l'ONG Médecins du Monde est arrivée ce jeudi à Alger afin de se rendre par la suite au niveau des camps de réfugiés sahraouis pour des missions d'assistance au profit des réfugiés sahraouis, notamment dans le domaine de la santé ophtalmologique.
Notre mission concerne la population sahraoui, c'est Médecins du Monde, l'ONG qui nous aide à faire notre boulot, qui prend en charge des problèmes de santé qu'il y a dans les champs sahraouis, vu le climat, l'état des réfugiés qu'ils sont, et les moyens de vie aussi durs et aussi terribles qu'il y a là-bas. Tout ça, on peut le faire avec l'aide, surtout l'aide de l'État algérien. Donc on voudrait remercier à l'État et les autorités algériennes qui portent soutien à notre boulot et pourtant à la population sahraoui qui est, pour ainsi dire, oubliée du reste du monde. C'est 170 000 personnes en plein milieu des serres qui ont été oubliées du monde et qui sont dans un ensemble très dur, très sec, très difficile et qui lutte, qui se bat tous les jours pour récupérer sa vie et surtout regagner les droits à son propre peuple. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.